Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Dimanche 1er décembre de l'an 2024, chers amis internautes, bonjour, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité pour ce numéro d'émission du premier dimanche de décembre 2024 avec ma collègue Billy Gaëlaibi. On reçoit pour vous Irénée Agossa qui est acteur politique, candidat à l'élection présidentielle de 2021. Il est membre du bureau politique du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Il est qualiticien de formation. Avec lui, on parlera de l'audit du fichier électoral porté par le cadre de concertation des partis politiques de l'opposition. On parlera également, sans nul doute, de l'adhésion de Noël Chadaré au parti politique Union Progressiste Le Renouveau, une entrée en politique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On parlera également du balai des membres du gouvernement et des présidents d'institutions de la République devant la commission budgétaire du Parlement. Et en fin d'émission, on effectuera quelques commentaires sur les bavures policières et les mesures prises par l'État central pour endiguer le mal. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, surtout avec ce couple. C'est un plaisir aussi d'être en compagnie d'un candidat à la présidentielle. Un ancien candidat. Un ancien candidat à la présidentielle. Un ancien candidat. Billy Gaëlaibi, bonjour. Bonjour Kader. Bienvenue sur notre plateau. C'est toujours un honneur pour nous de vous recevoir ici sur ESAE TV. Nous allons démarrer par l'audit du fichier électoral. Les responsables du cadre de concertation de l'opposition ont démarré une tournée de rencontres des partis politiques de la mouvance pour leur proposer d'adhérer à leur initiative qui est l'audit du fichier électoral. Et déjà, ils ont déjà essuyé 2 refus de l'UP Le Renouveau et du Bloc républicain. Selon vous, ces refus, comment les expliquer? D'abord, il faut dire que la notion de fichier électoral n'existe plus. Avec l'évolution de la loi, il n'y a plus de fichier électoral au Bénin. Il a la liste électorale informatisée. Donc, nous avons évolué dans le processus. Donc, nous n'avons pas un fichier électoral. Nous avons une liste électorale informatisée et qui est gérée par l'ANIP. Et ceux qui, aujourd'hui, se retrouvent dans l'opposition et qui veulent auditer le fichier, donc ils ont certainement mal utilisé le mot. Donc, ils peuvent dire qu'ils veulent auditer peut-être la liste électorale informatisée. Et si on veut parler de liste électorale informatisée, il n'y a aucune liste électorale informatisée à l'heure où nous parlons. C'est aussi simple. Donc, on ne peut pas auditer ce qui n'existe pas. Et mieux, si je vais dans le passé, les mêmes avant 2023 ont été déjà à l'ANIP pour aller vérifier la fiabilité du processus. Il y avait le vice-président Éric Woundété, il y avait Jean-Baptiste Elias qui était à la tête du comité et qui représentait la société civile, où ils ont été déjà contrôlés, vérifier la fiabilité du processus qui conduit à l'établissement de la liste électorale. C'est-à-dire que de la liste électorale informatisée, la LEI. Donc, ils n'ont pas dit quelque chose, ils n'ont pas vu quelque chose de mauvais. C'est le même processus qui continue.
C'est le même processus. Donc, il n'y a pas de refus au niveau du parti UP Le Renouveau, ni au niveau du BR. Le BR et UP Le Renouveau se sont mis seulement dans la logique de la légalité républicaine, en se fondant sur les lois actuelles. Donc, techniquement, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on peut faire l'audit d'une liste, d'un fichier électoral. Non. Le fichier, entre-temps, tout ça est terminé. Donc, ce qui est important et qu'il faut comprendre dans ce processus, avant que je nous laisse la parole, c'est quoi? C'est que c'est la NIP qui gère tout aujourd'hui. Il y a plusieurs compartiments de la gestion de notre vie au niveau de la NIP, au niveau des actes de naissance, de tout ce qu'il y a comme aujourd'hui la facilité d'obtention des casiers judiciaires, c'est au niveau de la NIP. Donc, le fichier électoral, ce qu'ils veulent, en fait, si nous allons parler de fichier, c'est en fait, c'est l'état civil national de ceux qui ont 18 ans et plus. C'est l'ANIP qui extrait cela et qui met en place pour qu'on aboutisse à la liste électorale informatisée. Donc, ils ont constaté ça en 2023. En 2023. Et presque les mêmes personnes. Donc, on ne sait pas ce qu'ils veulent aujourd'hui. Oui, ils l'ont constaté en 2023, comme vous le dites si bien, mais entre-temps, il y a eu des réformes au niveau de l'Agence nationale d'identification des personnes, il y a eu des changements à la tête également de cette structure qui gère l'état civil désormais au Bénin. N'est-il pas légitime qu'il puisse nourrir des inquiétudes en tant qu'opposant politique? Non, les inquiétudes, on peut en avoir, mais il faut rester dans la logique de la loi. S'il y a eu modification au niveau des hommes qui gèrent la NIP, ça ne veut pas dire que la procédure a changé. Ça veut dire qu'il y a des procédures. Et au niveau de la NIP, vous avez aussi des procédures qui, en fait, font en sorte que vous ne pouvez pas commettre les mêmes erreurs. C'est-à-dire, il y a des évaluations. Quand vous avez des process, vous avez des niveaux d'évaluation qui permettent de savoir si l'ensemble fonctionne. Ça, là, c'est interne à toute forme de process. Donc, ça existe au niveau de la NIP. Le problème qu'ils ont, vous ne le constatez pas. Ils ont un problème lié à ce qu'ils sont en train de penser depuis 2019. Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Depuis 2019, ils contestaient l'état même de la loi. Chez nous, ils contestaient le cadre légal républicain. Ils disaient qu'il ne faut pas participer aux élections. 2019, ils n'ont pas participé, ceux-là. Ils n'ont pas participé. 2020, ils n'ont pas participé. 2021, ils n'ont pas participé. Ils demandaient même de ne pas participer. C'était ce qu'ils disaient. Donc, et personne ne leur a dit si ce que vous dites est bon ou mauvais. Ils ont choisi leur camp. Mais quand ils ont capitulé, c'est-à-dire que quand ils se sont rendus compte que ce qu'ils sont en train de faire ne leur apporte pas le résultat et qu'ils ont échoué totalement, ils sont revenus en 2023 et ils se sont mis dans les normes pour être désormais en phase avec les lois de la République. Et ils sont dans le respect des exigences du cadre légal républicain. Du coup, ils ont été vérifiés avant les élections. Et ils ont eu la certitude que le process est normal et que ça se vérifie. Et donc, au-delà de 90%, etc. Et ils ont été aux élections. Donc, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire politiquement? Aujourd'hui, au lieu de se remettre à jour totalement et d'être dans la logique des lois de l'État, non, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont un problème avec leurs électeurs. Ils font croire aux électeurs qu'ils étaient toujours dans la même lutte qu'antan. Non, ils ne mettent plus la même lutte, ils ont abandonné déjà cette lutte. Ils sont en contradiction, c'est là le déni. Ils sont en contradiction avec ce qu'ils avaient dit. Du coup, pour justifier ça à tout moment, ils trouvent des systèmes de distraction de l'opinion. Et donc, c'est de la distraction. Mais c'est de la distraction pure et simple. Ils savent très bien que ce qu'ils disent n'a rien à voir avec la logique républicaine, le cadre républicain. Il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas de
de fichiers, ils le savent. Ils savent très bien que l'audit ne peut pas être fait là maintenant. Ils savent parfaitement ce qui se passe, puisqu'ils ont été faits. Mais le contrôle en 2023. Ils ont été échangés avec le président de la République il n'y a pas longtemps, où le président de la République même disait qu'il est favorable à cela et que s'ils n'avaient même pas les moyens, l'État mettrait à leur disposition les moyens conséquents pour financer cela, pour que 2026 soit une élection de fait, que 2026 soit un grand rendez-vous et qu'il n'y ait pas, j'allais dire, d'incompréhension susceptible de créer des troubles dans le pays. Le président de la République est resté dans sa logique de vouloir toujours être l'incarnation de la paix et de la cohésion sociale. Donc le président de la République n'a rien dit d'anormal. Le président de la République n'est pas un technicien pour pouvoir leur dire que, etc., au cours de l'audience, voici ce qui va se passer, voici ce qui va se passer. Ils sont arrivés avec une doléance. Le président de la République a dit, si c'est possible, moi je n'ai rien contre. Parce que l'objectif est qu'il y ait la paix, il y ait l'unité nationale et que nous puissions être dans une confiance totale. Le président de la République l'a dit. Mais quand vous les suivez, c'est qu'eux, ils ont un autre problème. Eux, ils ont un autre problème. Puis je vous ai dit que leur stratégie... Mais est-ce qu'il ne s'agit pas du fait que ce n'est pas peut-être le moment de leur action? Non, attendez. Ils ont un autre problème. Si vous ne trouvez pas ça, vous n'allez pas vous en sortir avec eux. Ils ont un autre problème. Le problème qu'ils ont, c'est face aux électeurs. L'objectif, c'est de gagner les élections. Ils ne disent pas ça pour ne pas aller aux élections. Parce que ce que vous dites sur ça, en 2023, il y a eu des troubles. En 2023, il n'y a pas eu de troubles. En 2023, il y a eu quelque chose. Rien du tout. Parce qu'ils ont quitté leur état de résistant face au cadre légal républicain pour devenir désormais citoyens corrects. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont quitté l'étape d'un parti clandestin pour être un parti légal. Ils ont rempli toutes les conditions et ils ont participé à une élection. Donc, c'est clair. Donc, en 2023, il n'y a pas eu de trouble. Les lois n'ont pas évolué de 2019 et négativement jusqu'en 2023. Les lois sont les mêmes et ont été perfectionnées. Donc, le cadre qu'ils contestaient, le cadre est resté identique et qui s'est perfectionné. Donc, il n'y a pas eu élément qui puisse varier autre que leur position qui a varié de 2019 à 2023. C'est eux qui ont varié et dès qu'ils ont varié, la situation s'est régulée, s'est régularisée et tout le monde a vu qu'en réalité, ils étaient dans des stratégies qui ont échoué. C'est ça la réalité. La réalité, c'est lié toujours aux questions d'exclusion ou de situations chrysogènes. C'est en réalité ça. Ils ont échoué dans ça au lieu de l'assumer. Au lieu de l'assumer et de rester dans la logique républicaine, ils veulent toujours faire croire qu'on les a exclus et que la situation, si on applique une loi, ça va créer des crises et se mettre dans une logique de victimisation pour dire, vous avez vu, on a voté pour nous et il n'y a pas eu nos résultats, etc. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Et donc, que pensez-vous de leur initiative? L'initiative, là, je vous ai dit, c'est dans une stratégie politique. Une stratégie politique qui, en fait, n'a rien à voir avec ce que nous voulons. En plus, ils veulent plutôt créer des situations de confusion. Parce que vous avez déjà vérifié le truc en 2023. Oui, vous savez parfaitement que le processus est là et que nous ne sommes plus à cette étape-là. Et s'il faut le faire, c'est quand? Quand est-ce qu'il faut travailler? L'ANIP va faire sortir un calendrier pour pouvoir faire quoi? Mettre à jour le fichier en ce qui concerne ceux qui veulent se déplacer et aller voter ailleurs, ceux qui sont décédés et ceux qui ont eu nouvellement 18 ans. Qu'est-ce qui va se passer? L'ANIP l'a fait en 2023, va lancer une campagne pour dire venez vous informer, venez, la liste existe, ils mettent des affichages, il y a même de façon simple, de façon numérique, la manière il faut aller intervenir. Et ceux qui ont des problèmes par rapport à la liste vont intervenir et pourront se faire corriger. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire un travail politique.
Et c'est à ce niveau que nous travaillons déjà. Ils veulent seulement nous faire perdre du temps. Vous devez avoir les cellules partout. Et c'est ça, la cohérence entre ce qui existe là et la réforme du système partisan. Si vous n'avez pas des cellules partout, dans tous les villages et partout, comment vous pouvez motiver vos militants pour leur dire « Allez-y consulter la liste que la NIP est en train d'afficher et voir si vous êtes effectivement sur la liste, si effectivement vos bureaux de vote sont respectés, si effectivement ceux qui sont sur la liste sont dans vos quartiers. Est-ce qu'il n'y a pas eu des décès? Est-ce qu'il n'y a pas eu tel? Et vous allez dénoncer pour que la NIP puisse mettre à jour sa liste avant de l'envoyer à la Sénat. Donc, c'est à ce niveau et c'est un travail militant. C'est un travail militant. Et c'est pour ça qu'il faut former ces militants à la base et leur montrer l'utilité d'aller consulter cette liste et de pouvoir faire en sorte que les militants du parti et ceux, en fait, qui sont dans le quartier que vous connaissez soient effectivement sur la liste et qu'il n'y ait pas des intrus. Donc, c'est ça le problème. Est-ce que votre posture de ce matin n'est pas celle de l'acteur politique soutenant les actions du pouvoir en place, notamment de la mouvance présidentielle, donc des propos politiciens? Parce que lorsque l'on sait que le chef de l'État, chef de la majorité présidentielle, a eu à donner son accord, ils ont été reçus après par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et que c'est suite à ces échanges avec le ministre de la Justice et de la Législation qu'ils ont décidé d'échanger avec l'Union progressiste de renouveau et le bloc républicain, qui sont les deux piliers de la mouvance présidentielle. Est-ce qu'à ce niveau, vous ne notez pas peut-être une petite incohérence? Quelle incohérence? Il n'y a pas d'incohérence. Mais techniquement, ce que je vous dis, où est-ce qu'il y a d'incohérence? Le chef d'État, je vous ai dit, n'est pas un technicien. Et le garde des Sceaux? Le garde des Sceaux n'est pas un technicien, c'est un ministre. Et la question ne se retrouve pas au niveau du ministère et du palais de la présidence de la République. La question, c'est au niveau de la NIP. Donc, il devrait faire recours à la NIP. Il devait faire recours à la NIP, il se baladait. Mais puisque si on ne les reçoit pas, ils vont dire... Attendez, si on ne les recevait pas... Si on ne les recevait pas... La NIP est sur tutorat. Si on ne les recevait pas, ils vont vous dire encore qu'on ne nous a pas reçus. On les a reçus. C'est comme si l'UP, le renouveau, ne les recevait pas. Ils vont dire, on ne nous a pas reçus. Mais on les a reçus. Déjà, cette étape est claire pour dire qu'il n'y a pas une méfiance vis-à-vis de... Tout le monde est d'accord. Pas de méfiance. Il n'y a pas de méfiance. Il y a une ouverture. Le chef d'État l'a manifesté, le ministre l'a manifesté. Mais techniquement, il faut voir si ce qu'ils disent est cohérent et puis si c'est réalisable. Mais ce qu'ils disent n'est pas réalisable là, ils n'ont qu'à venir demander-leur où se trouve ce qu'ils disent. Ah oui, vous ne leur posez pas la question. Il veut auditer quoi maintenant? Et qu'est-ce qu'ils ont fait en 2023 avec les mêmes personnes presque? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2023? Donc, en quoi ça gêne de le faire en 2023 et de le refaire peut-être en 2025? Mais ils n'ont qu'à aller refaire alors ce qu'ils ont fait en 2023. Mais toujours qui les embête? Ils n'ont qu'à aller à la NIP et voici le process qui conduit à ce que nous ayons... Il faut qu'ils aient les autorisations politiques. L'autorisation est déjà donnée par le chef de l'État. Et l'autorisation a été certifiée partout. Donc, personne ne les empêche. C'est pourquoi il faut vous dire que le fait que le chef les a reçus, c'est déjà l'autorisation. Donc, ils n'ont même plus besoin de quelque chose. S'ils ont été sur le ministre, ça a été fait. L'objectif du chef de l'État, c'est qu'il y ait la transparence, qu'il y ait la paix. Et nous sommes restés dans la même logique, nous, au niveau de l'UP Le Renouveau. Il faut rester dans la logique de la transparence et de la paix, de la cohésion sociale. Nous sommes restés exactement dedans. Parce que si nous versons dans la confusion, alors c'est nous qui allons remettre en cause la paix et la cohésion sociale. Nous avons été clairs pour dire, voici ce que la loi dit. Comment peut-on être encore plus cohérent si on demande à ce que ce qui veut être fait soit fait dans le cadre de la légalité républicaine? C'est clair, on n'a pas quitté la légalité républicaine. Nous sommes restés dans la loi. Et nous avons expliqué, et je suis en train de l'expliquer aujourd'hui. Je le dis devant vous, amenez-les pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse dialoguer. L'ouverture, c'est ça. Nous avons accepté le dialogue, on les a reçus et nous avons dit clairement ce qu'il faut faire maintenant. Et moi, je vous explique pour dire que la procédure est là et les délais sont fixés par la loi.
180 jours avant les élections, l'ANIP doit déposer cette liste au niveau de la Sénat. Et la Sénat doit le faire afficher cette liste 120 jours avant le déroulement du scrutin. Donc, cela est clair. Et avant tout ça, l'ANIP doit pouvoir actualiser le fichier en faisant en sorte que tout Béninois, tout citoyen inscrit ait accès à ce fichier et apporte les corrections qu'il faut pour que le fichier soit bien lessivé et que ce fichier soit identique à ce que nous voulons. Ça là, le process est là. Qu'est-ce qu'il reproche à ce processus? En tout cas, on attend. Nous pensons que c'est une distraction. Et nous n'allons pas nous distraire. Nous allons passer notre temps à former nos structures. C'est pourquoi il est déjà dit que du 15 novembre jusqu'au 15 décembre, nous sommes en train de former nos structures dans ce cadre et dans plusieurs cadres pour que nos militants à la base soient capables de jouer leur rôle en tant que militants d'un parti politique dans le processus, le processus du bon déroulement du scrutin qui vient. Donc, chacun n'a qu'à aller jouer son rôle. Et quand ils sont venus, on ne les a pas renvoyés. On leur a expliqué comment ça se passe. C'est eux maintenant qui, dans leur schéma de victimisation, sont en train de faire croire partout que, voilà, ils sont de la mouvance et vous êtes tombés dans leur piège. Non, ils sont tombés, moi je pose des questions. En tant qu'acteur politique, vous parlez de schéma de victimisation. Oui. Et si je vous invitais à porter le manteau de qualiticien, oui. Que dites-vous de cette démarche-là? Je parle aujourd'hui même en tant que spécialiste du domaine parce que nous faisons l'audit qualité. Et non, pasteur, vous écoutez depuis... c'est mon domaine d'ailleurs. C'est le côté politique qui Non, j'implique même le domaine technique. Quand je vous dis vis-à-vis de leurs électeurs, ça c'est une logique, un constat que je fais, mais en parlant de ce que je dis au niveau du processus, etc., mais je parle du côté technique. Aujourd'hui, vous avez une liste qui va sortir à la fin du processus. Et il y a chaque étape qui conduit à l'élaboration de cette liste. La liste n'existe pas aujourd'hui. C'est ce qu'il faut dire. J'ai lu un des responsables des démocrates qui disent qu'eux veulent se fonder sur la liste de 2023. La liste de 2023, c'est fini. Parce qu'il y a eu des naissances, il y a eu des gens qui ont eu 18 ans, il y a des gens qui sont décédés, etc. Et il y a des gens qui ont fait des déplacements qui ne sont plus sur les mêmes lieux, etc. Qu'il faut corriger, l'ANIP va corriger, avant de transmettre cette nouvelle liste maintenant au niveau de la Sénat. Donc, la liste de 2023 est caduque. On ne peut plus se fonder sur ça. Donc, je parle en tant que technicien en ce temps. Donc, la procédure est là. Maintenant, s'ils veulent aller vérifier la procédure, c'est-à-dire si tous les indicateurs sont bien fixés, est-ce que la flexibilité des indicateurs est maintenue pour qu'il n'y ait pas des indicateurs caducs? Est-ce que cela est fait? Ils peuvent aller au niveau de l'ANIP, puisqu'ils ont déjà l'autorisation, et aller vérifier et faire des cas, prendre des exemples, un certain nombre d'individus, et qu'on met dans le système pour voir si effectivement ça cadre avec leur lieu, et si ça cadre avec effectivement leur âge. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et personne ne les empêche à le faire. Donc c'est là la réalité. Et là je parle en tant que technicien. Donc ils ont le droit de le faire. Et nous avons dit au niveau de UP Le Renouveau, et je pense au niveau du BR aussi, que nous sommes disponibles au moment où il s'agira d'aller vérifier, d'aller voir ces trucs selon le calendrier de l'ANIP et le processus adopté légalement. Nous sommes disponibles à faire le travail avec eux. En attendant cela, les rencontres se poursuivent. Ils comptent rencontrer aussi les autres partis politiques de la mouvance pour proposer cette initiative d'adhésion-là. Mais vous, quand déjà vous parlez de schéma de victimisation, imaginez que tous les autres partis aussi refusent, comme les deux premiers partis qui ont refusé, qui ont rejeté la proposition. Que va-t-il se passer? On n'a pas rejeté la proposition, on les a recadrés. Oui, recadrés. On les a recadrés, c'est pas un refus. C'est vous qui... pas oui. D'accord. Tu peux être contre la transparence et la paix au cours des élections. Personne. Mais si vous prenez une procédure qui, en fait, nous amène vers la confusion, donc c'est vous qui êtes en train
Je parle des opposants. C'est eux qui sont en train de vouloir nous conduire vers la confusion. Et ça va créer des problèmes. Donc, personne n'a refusé. On est d'accord avec cette ouverture d'esprit. Et on dit, nous sommes disponibles. Mais ce que vous dites n'est pas cohérent. Et si ce n'est pas cohérent, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas parmi eux. Vous n'allez pas me dire que c'est le doyen Azatassou qui le comprend. Il comprend bien. Mais je vous ai dit qu'ils ont un problème. Dites-vous, vous êtes de l'opposition. Est-ce qu'ils ont déjà rallié toutes les forces de l'opposition? Pourquoi ils s'intéressent d'abord au début à ceux de la mouvance? Pourquoi? Vous ne voyez pas ce que ça veut dire? Ils n'ont qu'à aller voir ceux de l'opposition. Ils n'ont pas pu réunir tous ceux de l'opposition. Tous les partis de l'opposition autour de l'idée d'abord. Ils ne l'ont même pas fait. Ça fait leur problème. Ce n'est pas grave. Mais ça ne vous étonne pas que dans leur démarche, ils viennent vers UP, ils viennent vers BR, ils viennent vers Mouel. C'est une stratégie politique. C'est une stratégie politique. Et vous allez voir là où ils vont aboutir. Ils vont aboutir à quoi? C'est pour dire ce que vous dites. Ils ont refusé. Vous voyez, ils ont refusé de nous recevoir, d'adopter ce que nous disons, parce qu'ils ne veulent pas la paix, parce qu'ils ne veulent pas la transparence. Et prouver à leurs militants, qui sont toujours dans la logique de la lutte qu'ils avaient engagée depuis 2019. Pour dire qu'ils nous ont exclus. Vous avez vu, ils nous ont exclus. Et ils vont se présenter comme des victimes pour dire, votez pour nous. On vous a exclus et vous participez à un vote. Le vote pour lequel on vous a exclus. Vous participez et vous dites au même moment, votez pour nous parce qu'ils nous ont exclus. Non, c'est faux. Et je vous dis, nous sommes informés de ça. Dans tous les cas, ils savent que moi, je suis informé de ça. Vous, moi, Agossa, personnellement, ils savent. Et qu'ils savent que je vais les poursuivre partout dans les quartiers. Selon... Pourquoi les poursuivre? Les poursuivre Vous en faites quoi? Pour qu'ils ne viennent pas créer des troubles. Nous sommes tous citoyens, il faut qu'ils disent la vérité. Nous allons entrer dans les quartiers. On l'a déjà fait. Ça a commencé depuis. Il faut informer tout le Bénin sur comment ça va se dérouler. Et que chacun soit clair. Il ne faut pas chercher aujourd'hui à vouloir mélanger les choses pour dire c'est la loi qui nous exclut, etc. Non, c'est faux. Aucune loi, je vous ai dit sur votre plateau ici, aucune loi n'est exclusive. Les lois sont sélectives. La loi la plus sélective au Bénin, c'est la Constitution du Bénin. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Quelqu'un a fait de mal quand il a moins de 40 ans dans le pays. Ce n'est pas un bon citoyen. Il paie ses impôts, il fait tout. Moins de 40. Quand il a plus de 70 ans, qu'est-ce qu'il a fait de mal? S'il a même tout fait, il n'a pas de... Son casier judiciaire, tout est propre. Mais la Constitution dit qu'il ne peut pas être président. Moins de 40 ans et plus de 70 ans, tu ne peux pas être président de la République. C'est la loi la plus sélective de notre pays. Et pourtant, on n'a pas dit que c'est contre les droits de l'homme. Et pourtant, nous sommes dans un pays de droit. Tout à fait. Nous sommes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Aucune loi n'exclut. Les lois sont sélectives. Et je l'ai dit, je le répéterai partout. Je l'ai dit devant le clergé, je l'ai dit partout. La loi est sélective. Les lois sont sélectives. Sélective. Donc, la plus sélective de notre pays, et quand vous le dites, quelque part, les gens sont surpris, c'est que si tu as moins de 40 ans et tu as plus de 70 ans, tu n'es pas président. Ça veut dire que si Donald Trump était béninois, il était béninois, il ne peut pas être candidat jusqu'à être élu. Et pourtant, c'est la plus vieille démocratie du monde, les États-Unis. Donc, et nous avons opté pour ça ici, compte tenu des contingences de notre pays. Mais parlons-en très rapidement. Et nous sommes donc une petite digression. Je finis d'abord. Aucune loi n'exclut. Et aucune loi n'est chrysogène. Aucune. C'est les hommes qui veulent. Et c'est maintenant qu'ils veulent inculquer encore le principe de la crise. C'est ainsi qu'ils commencent. Pour montrer que c'est chrysogène. Vous avez vu comment ils préparent les idées? Ils préparent les idées déjà. Ils ont un plan derrière. Ils ont un plan. C'est un schéma politique. C'est un schéma politique qu'ils sont en train de dérouler patiemment pour conduire les gens à la crise, pour conduire les gens et à l'esprit d'exclusion, etc. Et pour dire, nous sommes victimes, votez pour nous. Aujourd'hui, c'est les programmes d'action. C'est ce qui importe. J'ai une petite digression, une question personnelle au candidat à l'élection présidentielle de 2021. Si Irina avait voté maximum pour en 2021, vous serez président de la République à l'heure actuelle. Alors, Irina Agossa, est-ce que vous ne pensez pas que cette disposition de 40 ans et de 110 ans au niveau de la Constitution mérite d'être revue, par exemple? Je n'en discute pas. C'est déjà dans le bloc constitutionnel et nous évoluons. Ça a permis le renouvellement de la classe politique. Ça a fait que dès que vous avez plus de 70 ans, vous quittez et vous laissez d'autres venir.
Et vous ne pensez pas que dans notre pays, nous avons encore des acteurs politiques de qualité qui peuvent toujours être utiles à la gouvernance du pays? Ils peuvent être utilisés ailleurs. C'est pourquoi j'ai été toujours pour le fait qu'il fallait institutionnaliser un cadre pour mieux utiliser les valeurs comme les anciens chefs d'État. Toujours pour quel cadre? Les anciens chefs d'État. Après votre adhésion à la mouvance? Non, je l'ai toujours défendu. Moi, je l'ai toujours défendu depuis. Quel cadre quel cadre, par exemple? Le chef de l'État même l'a proposé par décret pour demander à ce qu'il y ait un cadre institutionnel pour les anciens chefs d'État. Et que lui-même, quand il va quitter, il va l'intégrer. Il a proposé. Mais le président Boni Yahi, l'ancien président Boni Yahi, l'ancien président Soglo ont refusé. Mieux, le président Boni Yahi, il a quitté là, il est allé directement à la tête d'un parti politique. Parce que si vous êtes dans ce cadre, vous êtes apolitique. Donc, et ce qui permettra de résoudre certains problèmes au-delà des rivalités politiques et des rapports de force politiques. Nous en avons besoin dans notre pays pour consolider la cohésion et la confiance. Moi, je l'ai proposé. Et j'ai dit même récemment que les anciens présidents d'institutions doivent être des conseillers au sein de ce cadre pour apporter leur expérience à ce cadre pour qu'on puisse mieux anticiper sur certaines formes de crise et instaurer de façon permanente un dialogue. Et je l'ai dit. Donc, et je suis pour le renouvellement de la classe politique. Ça fait que nous allons quitter les clivages. Aujourd'hui, tout peut être réétudié quand nous allons avoir les partis les plus stables, comme ça se fait maintenant. Nous aurons des partis sur le plan national, des partis qui ne seront pas des partis régionaux, et ces partis seront de grands partis avec de visions claires. C'est pourquoi il est exigé les 20% par circonscription électorale. Beaucoup trouvent que c'est trop corsé. Ce n'est pas corsé. Ce n'est pas corsé. Ils n'ont qu'à le faire. C'est de rendre le pouvoir au peuple. Est-ce que si vous étiez dans l'opposition aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas trouvé ça trop corsé? Mais écoutez, nous avons déjà fait l'expérience de 10%. Et ceux qui criaient, ils ont vu que, en fait, c'est faisable. C'est faisable. Avec la confiance, vous avez éprouvé cette disposition. J'ai vu, et nous n'étions pas capables de le faire. Il faut être humble. Il faut aller. Nous, on a fusionné, on n'a pas adhéré, on a fusionné de façon claire. Et c'est mieux. Et ce n'est pas nous seulement. Le PRD a été aux élections en 2020, le PRD de Oumbédi. Le président Oumbédi a constaté que le cadre légal ne permettait plus à ce parti de pouvoir travailler comme ça se faisait. Il s'est conformé et ils ont fait une fusion avec l'UP qui est devenu UPLE Renouveau. Les tests l'autorisent. Donc, ce qui est clair, il faut aller vers ces grands partis pour que les grands débats puissent être mêlés par rapport aux besoins du peuple, par rapport aux aspirations du peuple. Et que nous puissions trouver des solutions aux problèmes que vivent les populations. Donc, c'est clair, les problèmes que vivent les populations aujourd'hui, ce n'est pas fichier électoral. Ce n'est pas ça, allez-y dans les villages. Ce n'est pas ça. Donc, c'est pas, je vous parle d'une distraction. Oui. Et nous n'allons pas accepter être distraits. Nous avons recadré à travers un communiqué ce que le BA aussi a fait. Et nous sommes prêts à pouvoir continuer dans le sens du dialogue, qui est un dialogue permanent au Parlement, un peu partout, pour pouvoir gérer cette élection dans la paix et dans la cohésion sociale. Donc, nous avons fait beaucoup de choses. On est trop en avance sur d'autres pays. Notre pays, il faut toujours apprécier les choses les plus correctes qui se déroulent chez nous. Nous avons évolué largement. Alors de vous demander votre appréciation, puisque vous parliez de cadre tout à l'heure, votre appréciation par rapport au cadre de concertation des partis de l'opposition. Ah mais ils sont ça mis sur pied. Ah mais c'est bien, ils n'ont qu'à continuer. D'autant plus que c'est permis qu'ils le fassent. Mais je pense qu'ils pouvaient le faire en tenant compte des partis qui ont des élus. Et quelle serait son utilité? S'ils ont un conseil, moi je l'ai dit, il faut aller discuter avec la FCPE, qui a des élus, qui a des maires, et qui pourraient déjà apporter plus. Mais eux-mêmes, dans leur contradiction de lutte dont je vous parle, ils disent que la FCPE n'est pas un parti de l'opposition. Nous avons reçu un invité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Monsieur Agossa, nous avons reçu un invité ici il y a quelques semaines qui a quand même dit qu'ils ont fait la démarche, ils sont allés vers la FCPE
et restaurer l'espoir, qui ne sont pas comment on dit, ouverts à la proposition. Ils l'invitaient à expliquer les pour et les contre de ce refus-là. Donc, ils ont essayé selon ce qu'ils ont dit. Maintenant, je vous pose la question de savoir quelle serait l'utilité de ce cadre, vu les élections générales de 2026. Mais c'est eux qui déterminent leur utilité. C'est eux qui déterminent. Est-ce qu'ils sont bienvenus? Nous sommes pas comment? Puisqu'ils ont été reçus par le parti. Ils ont été reçus par mon parti. Ils sont les bienvenus. Si cela leur permet de gagner les élections, tant mieux. Puisque nous sommes dans une compétition. Mais moi, je conseillerais d'aller plus aussi vers les autres partis. S'ils n'ont pas trouvé les moyens, ils n'ont qu'à réfléchir et trouver les moyens. Et toujours les amener. Mais ils ne peuvent pas continuer à dire que FCBE n'est pas un parti de l'opposition, que c'est une fabrication du président Talon, et aller voir FCBE. C'est un paradoxe. L'exemple est ceci. On dit que la Sénat n'est pas composée que de la mouvance, qu'il y a un représentant de l'opposition. Vous dites que ce n'est pas un représentant de l'opposition puisqu'il a été désigné par la FCBE, que celui-là ne représente pas l'opposition. C'est eux qui sont incohérents. Si vous voulez discuter avec les autres, mais mettez-vous dans la légalité actuelle. Selon les lois actuelles, c'est le représentant de l'opposition. Mais eux, je vous ai dit qu'ils sont coincés ils ont un problème, ils sont coincés dans leur tête. Ils veulent prouver toujours à leurs militants qu'ils sont dans une lutte. Oh, ils ont déjà capitulé. Ils ont capitulé depuis. C'est eux qui ne sont plus dans une... Ils ont capitulé. En 2023, ils ont capitulé. Mais ils ne veulent pas l'affirmer pour se mettre au rythme de la légalité actuelle. Nous avons gagné. Moi, je dis, nous avons gagné parce qu'en 2021, ils m'ont combattu parce que simplement, on voulait aller aux élections. J'ai pris la décision d'aller aux élections. Ils ont dit partout que c'est des traîtres, etc. Comment on peut être traître quand on va juste aux élections? Mais ils ont été rattrapés en 2023. Ils sont venus aux élections. Quelque part, vous n'avez pas donné du grain à moudre. Ils ont perdu. Alors, lorsque après votre participation à l'élection présidentielle, des mois après, vous êtes au sein de la mouvance présidentielle. Mais le cadre, nous évoluons selon les normes légales. Suivez bien, nous évoluons selon les normes légales. Après 2021, le cadre légal a évolué pour dire que 10%, il faut ça pour pouvoir être un parti qu'on doit désigner pour que tu partages le siège. Nous sommes réunis, nous avons vu que notre parti ne peut pas le faire. On a tenté un grand regroupement, ils ont refusé. Nous n'avons pas pu, nous avons suivi et nous avons vu que nous ne pouvons pas le faire. Et nous sommes allés vers le parti le plus capable de nous accepter selon notre vision. Mais les gens poussent, en tout cas, nous sommes allés selon votre vision, mais vous étiez candidat contre Patrice Talon, oui. Et là, vous allez fusionner avec un parti politique qui a soutenu Patrice Talon. D'autant plus que est-ce qu'il n'y a pas d'antinomie? Il n'y a pas d'antinomie du tout, c'est la logique qui est claire. Les réformes instaurées par le président, acceptées par le président, répondent bien sûr à ce que nous avons posé comme problème. Notre combat a été toujours, et ce pourquoi j'ai fait une déclaration en 2015, c'était que les présidents de la République soient issus d'un parti politique. J'ai été toujours contre la manière dont le président Soglo est venu au pouvoir, dont la manière dont Kérékou est venu au pouvoir, dont Yahi Boni est venu au pouvoir, et dont Soglo et Talon est venu au pouvoir. J'ai dit, nous ne voulons plus de ces genres de présidents qui viennent et qui cassent tous les partis, créent leur parti, mettent en place des mafias, des micro-mafias qui détruisent la cohésion nationale. J'ai dit non, le clientélisme politique au Parlement. Moi, nous étions contre. Mais le président Talon a eu le courage d'endosser la réforme. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans une logique. Nous avons dit, si vous êtes dans la logique où désormais un président serait issu d'un parti politique et que nous allons avoir de grands partis politiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir accompagner cette réforme. Et nous avons eu raison en venant vers UP le Renouveau. D'autant plus que les autres sont restés toujours dans leur idée rétrograde, d'exclusion, de ça, etc. Et même d'atteinte au cadre légal de la République. Donc, c'est clair. Nous sommes droits dans nos bottes et nous sommes dans la cohésion. C'est ce qui les embête. Ce que vous avez dit là, c'est ça qui les embête. Mais Candide a raison. Candide est resté dans sa logique. Lui dit, je suis contre le cadre légal, je reste contre le cadre légal.
Est-ce que vous avez vu en Afrique du Sud, quand on luttait contre l'apartheid, vous avez vu l'ANC participer à une élection organisée par l'apartheid sur la base de la loi de l'apartheid? L'ANC a lutté jusqu'à ce que Mandela soit libéré et participe maintenant à une autre forme de légalité républicaine. C'est ça, la lutte. Eux, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent que le cadre est mauvais. Ce qui était faux, ils étaient dans un système et, bon, ils ont compris que leur truc échoue. Ils sont revenus maintenant dans la légalité et vous disent que, non, si on est ici, il fallait se maintenir ici, il ne faut pas faire ça. Non, c'est faux. C'est eux qui ont totalement perdu la boussole et ils sont dans un déni. Alors, ils sont totalement dans un déni et c'est ça qu'ils veulent continuer à faire croire au peuple. Ils sont dans une contradiction. La preuve, vous allez voir dans très peu de temps. Ils seront en décadence avec la dynamique. La dynamique du peuple aujourd'hui, c'est de continuer avec l'asphaltage. C'est de continuer avec la modernisation de notre pays. C'est de continuer avec la création des zones industrielles comme Gold-Digbe. C'est de continuer, c'est ça la dynamique avec du pays. Les grands chantiers. Donc, les grands chantiers, dans le pays. c'est ça ce que nous voulons. Mais eux, aujourd'hui, ils sont encore dans le système régressif. Oui. Et ils vont disparaître progressivement. Souvenez-vous, je vous rappelle, quand on faisait la conférence nationale, il y a un parti politique qui disait que c'était un marché de dupes. Suivez mon regard. Aujourd'hui, ils ont disparu parce que la dynamique n'était plus de leur côté. Nos amis n'ont qu'à revenir dans la légalité républicaine. Ils sont déjà dedans et qu'ils cessent de vouloir manipuler. Nous sommes clairs, notre pays est en avance, nous n'avons aucun problème pour le scrutin, là maintenant. Et s'il y en a, la procédure existe, ils n'ont qu'à vérifier et ils n'ont qu'à le faire et dire et dénoncer quand il s'agira de dénoncer. Nous n'allons pas les poursuivre, aller dans le sens, dans le cadre de la confusion. Oui. De la confusion et leur permettre de nous mettre à l'écart des besoins du peuple et nous distraire. Donc, ils n'ont qu'à continuer leur distraction jusqu'au moment où nous allons nous rencontrer sur le terrain. Merci. L'autre sujet de ce débat, de cette émission, c'est l'adhésion de l'ancien secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadaré, à l'UP Le Renouveau. Et quand on sait quand même qu'il a pendant longtemps milité pour des causes nobles et qu'il ne partageait pas toujours les décisions du gouvernement en place et que maintenant on le voit du côté de la mouvance, qu'avez-vous à dire par rapport à ce choix d'adhésion? Quelles sont les causes nobles? Dites-moi. Il était syndicaliste. Mais syndicaliste, tous syndicalistes revendiquent les avantages et les droits, les devoirs des syndiqués. En quoi ce n'est pas... Oui, et que dites-vous de cette adhésion? Mais c'est un citoyen béninois. Vous avez une loi qui interdit à quelqu'un qui est syndicaliste de ne pas adhérer à un parti. Vous avez une loi dans ce pays pour dire non? En tout cas, en quoi ça crée des problèmes? La démarche est-elle cohérente? La démarche est cohérente. Il n'est pas citoyen. Il ne peut pas faire son choix. D'accord. Il a fait son choix. C'est un citoyen béninois. Il a fait son choix comme vous. Vous pouvez faire votre choix. Puisque vous avez fait votre choix, peut-être, lui-même a fait son choix. Seulement qu'il avait porté la couleur d'un syndicat et on le connaissait. Donc, son adhésion ne peut pas passer inaperçue. Donc, c'est quelqu'un qui a un charisme, qui avait incarné une vision de développement du pays, de lutte par rapport à la valeur du travail, et qui voit que je peux continuer cette lutte à travers ce parti politique. Donc, cela ne crée aucun problème. Mais, et quel problème ça peut créer? Moi, je pense, je sais pas, c'est d'abord la victoire du dialogue chez nous. Et c'est la victoire de l'Union progressiste pour le renouveau. Nous sommes ouverts à toute forme de dialogue. Et nous avons une capacité d'attraction. Si vous venez et vous avez la possibilité de vous asseoir. Ce n'est pas pour rien que nous avons pris le baobab. Le baobab a de l'ombre. Et si vous voulez prendre de l'ombre et prendre de l'air et mieux réfléchir et penser au futur, venez vous asseoir autour, à l'ombre du baobab, et nous allons le faire. Et c'est ce que M. Chadaré a fait. Il vient à l'ombre du baobab pour que nous puissions projeter et voir à travers le pays comment nous allons résoudre les problèmes. Et certainement qu'il va nous apporter beaucoup en ce qui concerne la valeur du travail, surtout
que nous sommes des progressistes. En tout cas, selon des rumeurs, avant même d'être maintenant membre du parti politique UPLO Nouveau, il avait déjà des acquaintances avec la mouvance. C'est ici que... Les rumeurs disent même qu'il était une taupe du gouvernement en place. Qu'est-ce que vous appelez taupe? Allez-y en Allemagne, allez-y en France, allez-y aux États-Unis, allez-y partout. La CGT en France, c'est pas de la gauche? Ils sont clairs, ils disent qu'ils sont de la gauche. Donc, qu'est-ce que vous êtes ici? Mais quelle histoire de taupe que vous avez? Quel taupe? On dialogue. La politique, c'est quoi? Ce n'est pas une question d'adversité. Oubliez ça. C'est une question de dialogue. De dialogue permanent. Et de position que chacun défend par rapport à la résolution des problèmes du peuple. C'est fini. La référence, ici, c'est le peuple. Le peuple a besoin de ça. Toi, tu as quelle méthode pour que nous puissions résoudre ça? Nous discutons et nous voyons par rapport à la disponibilité du pays, des ressources, et nous faisons des choix. C'est ça, la politique pour vous. Vous pensez que c'est de la haine? Non, c'est pas la haine. Les gens, non, c'est parce qu'il y a une opposition qui a personnalisé les débats. Si vous voulez être opposant, il faut être Yaïboni. Si vous voulez être mouvancier, il faut être talon. C'est ce qu'on vous a inculqué. Nous avons quitté ça. C'est pourquoi il faut la réforme du système partisan. Donc, sinon, comment on peut traiter quelqu'un de top? Qu'est-ce que ça veut dire? Merci à vous. Il n'a pas joué son rôle. Il a bien joué son rôle et il est resté maintenant dans sa logique d'homme et de citoyen béninois pour dire j'adhère à un parti. Mais nous sommes tellement, nous avons été tellement mal formés politiquement dans le pays qu'on dit c'est parce qu'il était top de l'autre. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire du porte-parole des démocrates? Donc il était top. Il était top en temps des démocrates chez Talon. Puisque lui, il était avec Kandi Azanaï et il était avec Talon. Maintenant, il est revenu là. Donc c'était un top alors. Donc laissons ces histoires et suivons le choix et restons dans la légalité de l'esprit républicain. Alors, depuis quelques semaines, s'observe au niveau du Parlement, le balai des ministres du gouvernement et des présidents d'institutions de la République devant la commission budgétaire. Mais on a comme l'impression que tout ce qui se dit là ne préoccupe pas les partis politiques, alors que se décide là-bas, on parle de budget et donc de développement véritablement. Pourquoi cela n'intéresse pas véritablement les partis politiques? Encore vous dites que ça ne nous intéresse pas? Nous soutenons l'action du gouvernement. Et le gouvernement a été présenté au Parlement, le budget. Et vous dites que nous ne sommes pas intéressés. Nous étions intéressés depuis. Nous avons fait des tournées avec le gouvernement pour écouter les populations. Est-ce que parce que vous soutenez l'action du gouvernement, vous ne pouvez pas être critique par rapport... Attendez, nous avons mis en place un processus clair. Avant le budget, quand certains étaient en train de se moquer de la tournée gouvernementale avec le parti, j'étais sur ce plateau. Je vous ai dit que c'est dans une logique. On a écouté les populations. On a vu ce que les populations ont accepté, ce qu'elles ne veulent pas et ce qu'elles veulent désormais. Et on a vu les insuffisances de ce qui a été fait. Et ceci a été pris en compte dans l'élaboration du budget. Et vous dites que nous sommes... Qu'est-ce qui va se passer? Vous laissez maintenant ceux qui devaient intervenir et vous parlez de nous. En fait, qu'est-ce qui veut se passer? Non, soyons clairs. C'est cette opposition dont vous parlez. Au lieu de nous distraire, je vous parle de distraction, devait dire son orientation par rapport à l'éducation et dire les ressources qui sont disponibles et dire comment répartir ces ressources pour que si sa priorité est telle dans tel domaine, qu'elle puisse l'évoquer dans les commissions et que vous soyez informés. C'est ça. Nous avons déjà participé au travail qui est en train d'être fait. Et nous avons commencé depuis. Donc, c'est à eux de réagir maintenant pour dire non, ceci est bon. Parce que nous avons telle ressource. Ceci n'est pas bon. Parce que nous avons pensé qu'on peut le faire de telle ou telle manière. Ainsi de suite. Ils laissent tout ça. C'est pourquoi je vous dis que c'est une distraction ce qu'ils font. Ils reviennent maintenant pour vous parler qu'ils veulent faire audit de quelque chose qui n'existe pas. Or, on vous demande au Parlement de vous occuper du peuple. Ils ne s'occupent pas du peuple. Mais ils s'occupent d'eux-mêmes. Quand il s'agissait de discuter avec nous, pour avoir le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée, ils savent le faire. Là, ils savent bien le faire. Quand il s'agit de leur propre intérêt, ils savent le faire. Ils savent comment on discute pour être en mission pour les commissions. Ils savent faire ça. Ils savent discuter avec nous pour que le budget du Parlement soit voté à l'unanimité.
Ils savent ça. Ils savent comment le faire. Vous pensez qu'ils font preuve d'hypocrisie souriante, c'est ça? Ils font preuve, je vous en prie, ils font preuve d'une forme de malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'ils fassent le travail. Ils sont dans un déni parce que ils ont capitulé. Il faut qu'ils reconnaissent que la lutte est terminée. Nous avons une autre forme de lutte. Pour qu'ils soient compris. C'est parce qu'ils sont totalement dans le flou. Les débats se font aujourd'hui. Une opposition digne du nom, entretenue par l'argent de l'État, du contribuable béninois. Vous devez aller dire dans les commissions et au peuple votre orientation sur le plan agricole, sur le plan des infrastructures. Vous pouvez dire tout sur le plan de la sécurité nationale, sur le plan du budget en ce qui concerne l'énergie. Vous devez dire votre orientation. Est-ce que vous optez pour l'énergie verte aujourd'hui, renouvelable, ou bien qu'est-ce que nous allons faire, etc., par rapport à l'orientation du gouvernement. Si vous êtes d'accord, vous le dites et vous apportez un soutien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites et vous faites une autre proposition en indiquant les ressources disponibles, comment nous allons trouver l'argent et faire en sorte que cela soit redistribué convenablement. Mais nous l'avons fait. Mais ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Ils attendent quoi? La fin, quand le débat serait général. Maintenant, ils vont sortir pour dire, nous sommes contre. Prenez date, hein. Prenez date. Ils vont sortir sans rien dire. Nous sommes des opposants. Maintenant, nous sommes contre. On a voté contre le budget. On est en train de sauver le peuple. Monsieur Agossa. C'est ici. Donc, reconnaissez avec moi que ceux-là sont en train d'amuser la galerie. Donc vous aurez estimé qu'ils doivent sortir à chaque exposition de budget sectoriel de ministre. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque le ministre de l'Agriculture passe, ils doivent dire ce qu'ils en pensent. Lorsque le ministre de l'Énergie passe, ils doivent dire ce qu'ils en pensent. Lorsque le ministre des Petites et Moyennes Entreprises passe, ils doivent dire, l'artisanat pareil. Vous estimez qu'à chaque présentation de budget ou de budget de ministère, ils doivent réagir conséquemment par rapport à ça. Absolument. Absolument, suivez ce qui se passe aujourd'hui avec le budget du Premier ministre français. Dans chaque rubrique, il y a la position de chaque parti. C'est clair. Parce que c'est l'argent du pays. C'est maintenant qu'il faut discuter. C'est à ce niveau même qu'il faut discuter. Si vous ne discutez pas de ça, dès que c'est voté, dès que la loi est votée, ça s'applique. Dès que la loi est votée, ça s'applique. Donc, il faut maintenant discuter et dire votre position au peuple. Et je comprends, c'est pourquoi la réforme du système partisan est capitale, une fois encore. Quand nous n'avons pas de grands partis qui discutent de ces aspects partout, il est normal que nous n'ayons pas ces comportements-là. Parce qu'il faut absolument que le parti politique intervienne dans le débat du vote de la loi des finances. Vous parliez de discussion. Écoutez-moi, j'ai ma question à poser. Vous parliez de discussion et vous avez dit tout à l'heure que vous, les députés, les partis politiques et tout, vous avez commencé le travail depuis longtemps. Et vous avez donné l'exemple. Oui. Vous avez donné l'exemple de la tournée gouvernementale, reddition de comptes et pour écouter les populations et que c'est ce qu'ils ont demandé, leurs doléances sont en train d'être prises en compte. Absolument. Et quand on parle de doléances qui sont prises en compte, est-ce que c'est pour ça qu'on observe par rapport au budget de gestion de 2025 des hausses ici et des baisses par là? Absolument. Tu sais, il faut dans le budget se rendre compte de la réalité. Quand vous allez dans le budget, ça ce n'est plus le bavardage. Tu sais, l'argent est là. Où est-ce que vous voulez trouver l'argent et comment vous allez pouvoir le positionner dans l'exécution de ce budget. Et là, chaque ministre vient intervenir et défend ça en commission. C'est très important. Parce que, par exemple, donc, aujourd'hui, en ce qui concerne le secteur, c'est la priorité du gouvernement. Maintenant, l'opposition peut avoir une autre priorité et dire que là où vous avez diminué, là, il faut augmenter. Là où vous voulez prélever, là, il ne faut pas prélever là parce que ça va toucher les pauvres. La classe moyenne va être touchée. Et comment nous allons avoir un système de consommation bien si vous n'avez pas la classe moyenne? Et etc. Mais ils ne stoppent pas ces débats. Et donc, vous les invitez à faire ce genre de débat. Mais il ne faut pas ce débat. Des budgets. Discuter, c'est maintenant qu'il faut discuter. C'est capital. Ce n'est pas après qu'il faut dire, non, ce n'est pas bon. Non, c'est maintenant qu'il faut discuter. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont d'accord le plus souvent dans les commissions. Mais quand ils voient les caméras, pour le vote général, ils sortent. Ils sont d'accord pourquoi?
Ils sont d'accord pour les votes en commission, ce qui s'est passé l'année passée. Okay. Les débats. Ils sont d'accord, ils votent, puis on est d'accord. Et quand il veut faire maintenant le point, et qu'il y a les caméras qui viennent pour l'adoption générale, vous allez voir, ils vont se mettre en rang et sortir, parce qu'il y a une instruction qui quitte quelque part, vous dites, bon, nous sommes des opposants. Donc c'est devant les caméras qu'ils font semblant. Comment? Sinon, comment ils ont pu avoir le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée? Alors, nous avons encore 5 minutes pour conclure. Je peux vous dire simplement que, mes chers amis, nos amis doivent être même contents qu'il y ait la réforme du système partisan. Parce que ça va corriger tout ça. Ça va corriger tout ça. Parce que vous êtes obligés d'aller parler au peuple. Et quand vous allez vers le peuple va vous dire ce qu'il veut. Le peuple va vous dire ça. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas les 20% par circoncision. Alors cette semaine... Et vous serez sanctionné. Du coup, parce que vous ne voulez pas être sanctionné, puisque nous sommes en compétition, tout le monde ira maintenant vers le peuple. Et vous allez voir, ça va changer. Le débat qui viendra après 2026 sur le budget, vous allez voir comment ça va changer. Oui, et parlons... Vous allez voir comment tout va changer en ce qui concerne l'animation de la vie politique. Monsieur Agossa, et parlons de budget. Quand le budget d'un secteur est en baisse, est-ce à dire que les grands chantiers de ce secteur sont déjà comblés? Non, ça dépend des priorités. C'est des priorités. Alors, Irénée Agossa, pour conclure, cette semaine, on a vu le gouvernement monter d'un cran, élever du ton face aux bavures policières. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, n'a pas été du tout tendre à l'endroit des policiers républicains indélicats. Il a même eu à dire que la sanction maximale sur le plan administratif sera appliquée et qu'après, des procédures judiciaires seront engagées pour que ceux qui sont auteurs ou co-auteurs de bavures policières soient véritablement condamnés. Ah oui, ça c'est normal, il faut le dire avec la plus grande, je peux dire, sérénité et gravité. Vous ne voyez pas que c'est un peu tard cette sortie? Non. Puisque les bavures policières se sont multipliées pendant longtemps. Ce n'est pas tard, il vaut mieux tard que jamais, on le dit. Et je suis d'autant plus concerné parce que je suis fils d'abord d'un agent des forces de l'ordre et je savais comment mon papa se sacrifiait et les risques qu'il a pris et comment il nous parlait de la rigueur dans ce domaine. C'est un métier très difficile, une profession très difficile et qui demande plus de professionnalisme et de délicatesse. Parce que la vie d'un citoyen est une vie sacrée. Et ils défendent les intérêts du peuple et du citoyen. Au même moment, il ne peut pas alors ôter une vie à un citoyen pour rien du tout. Je dis ôter une vie. Vous savez ce que ça veut dire quand on perd un enfant dans une famille pour rien du tout? Le déséquilibre psychologique de la famille, tout ce qui va se passer. Il faut d'abord présenter ses condoléances à ses familles et de la soutenir d'abord psychologiquement. C'est ce qui est important. Et comme le ministre l'a dit, il faut les sanctions administratives et qu'ils passent devant les juridictions compétentes et qu'ils soient jugés. S'ils sont qualifiés, si c'est qualifié comme crime, il faut qu'ils soient jugés dans le cadre d'un crime et qu'ils soient pénalisés. Ça, c'est pour la crédibilité même de l'institution police républicaine. Et cela est indispensable pour la confiance qui doit exister entre le peuple et les institutions. Là, il faut être ferme. Et cette fermeté ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir la police républicaine. Il faut la soutenir puisque ce n'est pas elle entièrement en tant qu'institution qui est en train d'agir comme ça. Il y a des éléments qui, en fait, sont en train de jeter de l'opprobre sur l'image de cette institution. Donc, il faut absolument l'arrêter. Et donner une leçon aux autres pour que ça ne continue pas. On constate que cela ne doit pas de téléphone. Cela ne doit pas nous empêcher d'encourager ceux-là qui se battent nuit et jour pour que l'ordre puisse exister. Imaginez que les feux tricolores arrêtent à un carrefour et qu'il n'y ait pas de policiers. Vous voyez ce qui va se passer. Donc, ils sont partout sous le soleil. Je les vois partout.
et je vois comment ils se battent. Et quand nous sommes dans nos véhicules, fermer les vitres, avec cette pollution, mais ils sont dedans. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'ils vont aller vers des bavures. Non, 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 non. Quand tu te donnes pour un corps, tu te bats pour ça. C'est un sacrifice. Nous, par exemple, nous sommes engagés en politique. Je ne peux pas refuser qu'on se moque de moi, qu'on dise des choses sur moi. Ça, c'est le risque du métier. Ce n'est pas ces frustrations qui les poussent à il faut alors régler les problèmes. S'ils ont des problèmes de frustration, qu'ils posent ça de façon corporative et que cela soit réglé au sein de la corporation. Mais on ne peut pas verser cette frustration sur l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Où est son problème? Vous ne pouvez pas ôter la vie à quelqu'un. Pas du tout. Du tout. Donc, surtout que la situation n'est pas une situation de terrorisme, n'est pas une situation d'agression, etc. Les fouilles, on doit le faire dans le respect. En venant ici, moi, on m'a arrêté pour le fait que je n'ai pas porté ma ceinture. J'ai garé calmement. J'ai garé calmement. Donc, vous estimez qu'il faut que les citoyens également, eux aussi, soient coopératifs? Oui, j'ai garé calmement. Malgré que le commissaire s'est présenté à moi et s'est mis au garde à vous pour dire Monsieur Agossa, etc., puisqu'il m'a reconnu. Donc, et j'ai garé. Et je me suis présenté devant eux pour remplir les formalités. Mais comme leur terminal ne marchait pas, etc., il fallait aller quelque part. J'ai dit, j'ai un débat. Donnez-moi votre procès verbal pour me permettre à ce que je me justifie si un autre m'arrêtait. Et j'irai à mon débat. Après le débat, je passe au vote. Donc, c'est tout à fait clair. Il faut que je sois citoyen. Coopératif. Donc, ils sont dans leur rôle. Mais cela ne leur permet pas de faire ce qui est mauvais pour le citoyen. On ne peut pas du tout ôter la vie à un citoyen. Merci. Je vous dis, c'est clair, le dernier rempart de la République, c'est les forces de l'ordre. Le dernier rempart de la démocratie, c'est le peuple. Donc, les deux doivent être respectés pour que nous soyons dans une cohésion. Le ministre a raison et il n'est jamais tard pour mieux faire. Merci à vous, Irénée Agossa, pour ces moments d'échange et de partage. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions à vous poser, mais le temps qui nous était parti est arrivé à échéance. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire quelques mots à l'endroit de vos militants, vos sympathisants et également... Non, mais au niveau du tout, je m'adresse à tout le peuple béninois. Soyez confiants, nous allons gérer et passer la période des élections de 2026 dans de très, très bonnes conditions. Le cadre légal est bien défini pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Que personne ne vous crée des troubles de sommeil ni de confiance, etc. Nous sommes dans la bonne logique et nous avons un pays digne du nom. On a un pays qui a beaucoup avancé dans plusieurs domaines. Nous sommes informés de ce que vous voulez et nous n'allons pas nous laisser à la distraction actuelle. Le budget serait voté et désormais, ce que nous avons constaté sur le terrain serait mis en œuvre pour que vous puissiez retrouver de la satisfaction. C'est clair, le gouvernement se bat et désormais, la réforme du système partisan est une priorité. Il n'y a pas une autre alternative pour le système de développement de notre pays. Je suis sûr que tout le monde va se mettre dans cette logique pour que le Bénin demeure ce pays. Un pays de fierté, un pays d'hommes fiers, un pays d'hommes intelligents. Merci à vous, Irénée Agossa. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra de façon sommaire et expéditive que notre invité à l'entame de cet entretien a tenu à faire observer que la notion de fichier électoral n'existe plus. Il y a plutôt de liste électorale informatisée. Il a argumenté, il a fait savoir qu'à l'heure actuelle, cette liste électorale informatisée n'est pas encore disponible. En 2023, il a précisé que les acteurs politiques de l'opposition qui réclament un audit du fichier électoral ont eu à vérifier la fiabilité du processus qui a généré la liste électorale informatisée, notamment en 2023. Et donc, pour lui, il n'y a pas de péril à la demeure qui puisse nourrir des inquiétudes au sujet de cette liste électorale informatisée. Il a fait savoir que le bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau se sont mis dans la légalité républicaine en disant qu'ils ne sont pas d'accord et que pour lui, c'est un recadrage qui a été effectué et non un refus de participer
à un quelconque audit. Il a fait savoir qu'il n'y a pas de méfiance vis-à-vis des acteurs de l'opposition et que cela s'est manifesté, et on peut le constater à travers les audiences qui leur ont été accordées, notamment au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain. Il a précisé que l'objectif du président de la République, Patrice Talon, c'est qu'il y ait, autant pour moi, c'est qu'il y ait la transparence et la paix, notamment en 2026, pour que les élections se déroulent dans un climat prospère. Il a précisé également que la liste électorale informatisée est fournie par la NIP qui la dépose au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat 180 jours avant le scrutin, et la Sénat, quant à elle, doit afficher la dite liste 120 jours avant le dit scrutin. Il a fait savoir que du 15 novembre au 15 décembre, son parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau, forme ses militants pour le bon déroulement du scrutin de 2026, notamment les différents scrutins législatifs et communaux et présidentiels. Il invite les opposants à rallier, autant pour moi, à leur cause toutes les forces politiques de l'opposition. Il fait allusion ainsi à Force Corée pour un Bénin émergent FCBE et à restaurer l'espoir. Il a précisé au niveau de ce sujet-là, pour conclure, que les lois ne sont pas exclusives, elles sont plutôt sélectives. Elles ne sont pas chrysogènes, ce sont plutôt les humains qui créent les crises et qui génèrent les dites crises. Il a eu à opiner également au cours de cet entretien sur l'adhésion, ou ne pas dire l'entrée en politique de Noël Chadaré à travers son adhésion au parti politique Union progressiste Le Renouveau, formation politique dans laquelle il est membre du bureau politique. Il a fait savoir que notamment il ne peut pas avoir d'inquiétude à ce niveau. Interrogé sur le balai des ministres et présidents d'institutions de la République devant la commission budgétaire du Parlement, il a fait savoir que cela est de bon droit car ces différents budgets tiennent en compte ou prennent en considération les désidérata des populations. Il se désole du fait que les opposants ne jouent pas leur rôle politique qui est d'instaurer des débats pertinents et de qualité sur la gestion des finances publiques au profit des populations. Pour lui, les opposants sont dans la distraction car pour lui, ils sont très souvent d'accord avec tout ce qui est proposé au niveau des commissions et que c'est lorsqu'ils viennent en plénière et qu'il y a les caméras qu'ils recevraient une quelconque instruction pour aller contre ce qu'ils ont validé en commission. Lorsqu'il a été interrogé sur les bavures policières, il a fait savoir que mieux vaut tard que jamais. La police est une profession très difficile qui exige du professionnalisme et de la délicatesse. Il s'aligne totalement derrière les propos du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou qui condamne fermement les bavures policières observées depuis un certain temps et qui met en garde les policiers républicains indélégats contre des sanctions disciplinaires, notamment les sanctions maximales au niveau au plan administratif et disciplinaire, et qu'ils seront poursuivis devant les tribunaux de droit commun pour ce qui a été fait pour avoir ôté la vie à un honnête citoyen. Il a fait savoir que pour la crédibilité de l'institution et pour la coproduction de la sécurité, il est de bon ton que tout le monde soutienne le ministre de l'Intérieur dans cette condamnation pour que véritablement s'observe un respect de la dignité humaine, un respect de la personne humaine, et que pour lui, il faut encourager aussi par ailleurs les policiers qui sont ceux qui se battent nuit et jour pour que l'ordre et la sécurité règnent au sein du pays. Il invite les populations, notamment les citoyens, à coopérer lorsqu'ils sont interpellés pour que véritablement ils puissent avoir des renseignements aussi au niveau de la coproduction de la sécurité. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle. Je n'hésiterai pas à vous prendre désormais pour un rapporteur avec j'en aurai besoin pour mes activités. Merci à vous. Vous avez été très fidèle. Merci à vous, Irénée Agossa. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes un acteur politique, candidat à l'élection présidentielle de 2021. Vous êtes membre du parti politique Bloc républicain, membre du bureau politique de la dite formation politique. Vous êtes qualiticien de formation. Merci à tout un chacun. Retrouvez à 19h Atifa Olafa pour le JT d'Agité. Merci de votre attention et belle suite de programmes sur ESAE TV.